Dès lors, dès le mois d'octobre 1831, votre conduite n'est plus celle d'un mutualiste ordinaire, elle est celle d'un meneur. Non, monsieur. Le seul meneur, ce sont les besoins. Quels besoins? Ces besoins artificiels de repos, de théâtre, de jeux, de loterie, de lieux publics. Ces besoins factices, 100 fois plus insatiables que les besoins naturels. L'homme est un être social, monsieur. Mais l'inégalité se fait malheureusement sentir partout. On ne peut pas vivre comme des chiens. Dans ce cas précis, Clément, vous vouliez opprimer les marchands, les réduire. C'est contre la nature des choses, contre la loi, contre la liberté du commerce. La puissance publique ne peut pas l'admettre. Elle admet bien que nous mourions de faim. Et puis que peuvent vos prisons, vos fusils, vos baïonnettes? Nous serons toujours dans la nécessité de nous battre pour maintenir notre marchandise à un coût suffisant. Et quelle est notre marchandise, monsieur? C'est notre travail. Notre travail pour vivre. Quoi qu'il en soit, le lendemain 25 octobre 1831, vous descendez sur Lyon depuis la Croix-Rousse et, dans un ordre quasiment militaire, vous voilà massé tout autour de la préfecture. Après plusieurs heures de discussion, le tarif est signé. Vous étiez content? Si nous étions contents, monsieur, ce fut des danses, des chants, du bon temps, quoi, qui n'est jamais tout à fait perdu. Ça y est, on a le tarif! 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 Le tarif! Ce jour-là, ils se sont mis à trembler. Ce jour-là, ils sont devenus méchants. Si certains négociants n'avaient pas trompé dans l'affaire, on n'en serait pas là. Ben, vous savez bien qu'il y avait des abus, non? Et maintenant, vous croyez pas que c'est pire? La canaille qui tient là-haut du pavé. Je vous fais remarquer, mon cher, qu'il n'y a pas le moindre désordre. Ah, pardi! Les ordres, c'est dans le travail qu'on va le voir. On va pas continuer peut-être. Bon, enfin, la voilà. Ah, vous avez fait bon voyage? Excellent voyage, merci. Alors, vous avez vu le président du Conseil? Oui, et à peu près tous les ministres. Je peux vous dire que ceux-là se réjouissent trop tôt. Le tarif est illégal et il ne peut en aucun cas avoir force exécutoire. Le gouvernement est formel là-dessus. Et le préfet? Le préfet, mon cher. La ménagerie est pleine, monsieur Léon. Vous pouvez venir. J'arrive. Régnez César. 17 novembre 1831, jeudi. Bon, voyons la pièce. Ça fait 30 grammes de déchets. Où sont-ils? Voilà. Il s'est pesé, cet homme-là. Un vrai fléau.
Vous avez mangé au travail, vous? Pourquoi? Il y a des tâches. Ma femme n'a pas seulement eu le temps de faire la soupe. On a mangé que du pain. Il n'y a pas de tâche. Monsieur Léon, Oui. vous paierez sur 10 centimes de rabais par aune. Bien. C'est pas juste. Quand j'y retrouve pas ma créance. Juste ou pas, si on vous paye en bon argent, c'est pour faire de la bonne étoffe. Au suivant. Ah, Clément. L'autre jour, c'était hier, non? Mercredi 16 novembre. La pièce était dure. Ça fait 12 jours que ma femme et moi, on n'a pas quitté le métier. Mais vous êtes en retard! C'est clair, ça? Et alors? On n'est pas des chiens, tout de même! Si on est en retard, c'est pas la peine de violer! Y a-t-il, Martin? Une pièce en retard, monsieur. Vous savez que la commission va me manquer à cause de vous? Une commission n'est pas manquée pour un jour. Vous croyez? Monsieur Léon, Oui. vous marquerez 20 centimes de rabais par aune. Ça se peut pas. Et puis il y a un tarif, tout de même. Donnez-moi cette pièce. Non, monsieur, pas en dessous du tarif. Quel tarif? Le voilà mon tarif! Donnez-moi cette pièce! Non, monsieur, gardez votre argent. Moi, je garde la pièce. Bonsoir. Dehors. Tout le monde dehors! Il n'y a pas de travail pour vous! Il y a travail pour personne! Allez! C'est ça mon tarif! Vous n'êtes pas content? Allez voir ailleurs. Chacun est libre. Bien pour de l'ouvrage. On n'en donne pas. Il y en a nulle part, on va crever. Non, 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 je donne point à faire. Mais il y a d'autres maisons. Vous, Clément, pendant les journées qui précèdent l'insurrection de novembre 1831, vous êtes membre de la commission des ouvriers et membre de la commission du tarif. Oui, monsieur. Mais devant le mauvais vouloir des négociants, nos commissions étaient sans effet. On nous refusait le travail. Pas tout le monde, une centaine de négociants seulement. Seulement, vous dites. Le dimanche 20 novembre, veille de l'insurrection, vous êtes de ceux qui se réunissent à la Croix-Rousse. Délibération est faite. Il s'agit d'aller en masse à la préfecture de Lyon pour obtenir l'arbitrage favorable des autorités. Bah, il n'y a qu'à attendre la fin de la semaine. Non, il faut y aller demain. Le préfet nous est favorable. D'ici là, il aura reçu sa révocation, il sera plus temps. Ouais. Que fera la garde nationale? La garde nationale, les maîtres ouvriers, ils sont en nombre. On va tout de même pas se tirer les uns sur les autres. Oui, mais il n'y a pas que des canuts dans la garde nationale. Il y a aussi des marchands et des commis. Et eux, ce sont pas nos amis. On ira sans provocation, sans armes. On a le bon droit pour nous quand même, non? Demain, 8 heures sur la place de la Croix-Rousse. Oui, demain, 8 heures sur le tarif! Le tarif! De la Croix-Rouge! Demain, 8 heures, Qu'est-ce qui se passe? C'est l'armée qui vous tire dessus? Non, les gardes nationaux. Les négociants, ils montent des terreaux pour nous tirer dessus. Nettoyer la canaille, qu'ils disent. On va bien voir. La fabrique allait mal. Et votre anarchie y était bien pour quelque chose, non? Après 2 jours de combat, afin d'éviter l'effusion de sang, la troupe se retire et vous laisse maître de la ville. Dans un premier temps, vous ne saviez que faire. Que vouliez-vous? Je vous le répète, que vivre ne soit plus simplement pour nous ne pas mourir. Et que les baïonnettes ne s'interposent plus entre nos plaintes et les autorités. Ces baïonnettes, Clément, ne se seraient pas dressées contre vous si, au lieu de brandir le drapeau noir de l'émeute, vous étiez venu trouver les autorités avec respect et un par un. Nous l'avions fait. En tout cas, nous gardions notre estime au préfet. Formé en état-major ouvrier, notre premier souci fut de faire respecter les biens comme les personnes. Oui, ce respect a surpris. Pourquoi? Il n'a surpris que ceux qui nous accablent. Le pillage n'a jamais servi personne, à part celui des biens publics, par ceux qui en ont la garde.
Quand vous dites que vous vous constituez en état-major ouvrier auprès du préfet, n'est-ce pas dans l'intention d'usurper ses fonctions? Non, monsieur. Vous faites cependant libérer, et contre sa volonté, des agitateurs politiques tout prêts à subvertir les autorités légales de l'État. Est-ce exact? Nous voulions la liberté, monsieur. Nous la voulions pour tous. Non content de cela, vous rendez la justice. Et de quelle manière? Ma foi, dans ces moments-là, vous arrogez les prérogatives du pouvoir, et puis quand l'armée s'approche de Lyon, sous le commandement du prince héritier, le duc d'Orléans, vous rendez les armes. putain, on nous avait fait des promesses. Déjà le 26 novembre sur le tarif. Puis le 3 décembre, le prince héritier lui-même promet d'apporter tous les soulagements possibles au sort des classes ouvrières de la ville de Lyon. Sans engagement précis? Non. Après les événements, vous êtes envoyé en députation à Paris, chez le président du Conseil. Pourquoi faire? Pour détruire les calomnies dont on nous accable. Aussi pour lui présenter notre pétition sur la réforme des prud'hommes. Le président du Conseil vous reçoit, vous êtes déçu. Vous croyant sans doute peu surveillé, vous vous répandez en propos factieux contre les autorités. Vous fréquentez d'autres milieux. On nous apprend que le nommé Clément, un des chefs ouvriers envoyés à Paris, et qui est un homme de capacité, a été accaparé par l'extrême gauche et les Saint-Simoniens. Dire que toute institution sociale doit avoir pour objet l'amélioration du sort de la classe la plus pauvre me semblait un bon enseignement. Vous êtes alors saisi d'une grande exaltation sur les principes de liberté. Si les négociants ne veulent pas appliquer le tarif, dites-vous, on entendra de nouveau parler des ouvriers en soi, avec moins de douceur. Ce sont les fables de vos agents. Vous accusez le ministère de vouloir faire de l'aristocratie parmi vous, afin de semer la division dans vos rangs. Sans doute cherchez-vous alors toutes les alliances politiques, d'où qu'elles viennent. Au contraire, j'étais persuadé que les ouvriers ne devaient plus compter que sur eux-mêmes. Isolés, nous ne sommes rien. Tous unis, nous pouvons beaucoup. Notre travail est notre seule propriété. Associons-nous. Nous le vendrons à meilleur prix. Nous n'avons pas le droit. Ils nous mettront en prison. Ils peuvent pas nous enfermer tous. C'est vrai, qu'est-ce que vous faites? À ne prendre qu'un peu de pain en échange du travail de toute une vie? Et qui va nous défendre si on nous condamne? Qui vous défendra? 8000 chefs d'atelier vous défendront. 8000 chefs d'atelier unis, dont les négociants ne peuvent se passer s'ils veulent maintenir leur commerce et amasser leurs biens. Mais notre devoir à nous autres, c'est bien de travailler tout de même. L'homme doit à la société. La société doit à l'homme, en proportion de son apport, une juste part dans la répartition des richesses. On ne demande pas la lune. Pas de politique. Mais mon cher Populus, la politique ne consiste pas seulement à préférer un président électif à un roi, ou à être dans l'opposition au ministère. Non, non, grand Dieu, non. Vous savez ce que c'est la politique aujourd'hui? C'est vouloir la réforme sociale. C'est vouloir changer l'organisation du travail. C'est vouloir que la classe ouvrière opprime celle des négociants. C'est vouloir que la société soit mise sans dessus-dessous. Et que la queue prenne la place de la tête. Les républicains, les légitimistes, les révolutionnaires sociaux tâchent d'utiliser cette volonté de subversion industrielle, et sans la comprendre. Les insensés, ils jouent avec le feu. Quant à la classe ouvrière, c'est pour son propre bien que nous avons le devoir de la contenir. Car ce qu'elle réclame, mon cher Populus, est un remède pire que le mal. Notre remède à nous, c'est cette loi que nous préparons contre toute forme d'association, contre toute possibilité de coalition ouvrière. Pourquoi? Parce que si les ouvriers se coalisent, ils le font pour imposer un prix de façon fixé par eux. Et que font les négociants devant ces prétentions tyranniques? Ils cessent de donner du travail. Et que font les ouvriers sans travail? Saisis par le désespoir, ils quittent la voie légale pour imposer par la violence ce qu'ils appellent leurs tarifs, dont l'application est impossible, utopique et ruineuse. C'est cela qu'ils ont fait entre 1831
et 1834. C'est cela qui les a conduits par 2 fois au malheur. C'était bien déjà de la politique. Dimanche 12 mai 1833. Les ouvriers en soie de Lyon à leurs frères les tailleurs de pierre. Concitoyens, camarades, vous l'avez dit, les travailleurs ne peuvent améliorer leur sort que par une association toute fraternelle. Loin de se haïr, ils doivent s'aider mutuellement. Nous sommes heureux de voir que ces sentiments gravés dans nos cœurs sont aussi les vôtres. C'est pour parvenir à former les liens de la confraternité des travailleurs que l'écho de la fabrique a été fondé. Il est bien entendu que spécialement destiné à reproduire les griefs particuliers de notre classe, l'écho doit être l'organe des plaintes de tous ceux qui vivent d'un salaire. Concitoyens, Il ne camarades, faillira jamais. vous l'avez dit, les travailleurs ne peuvent améliorer leur sort que par une association toute fraternelle. Concitoyens, camarades, Loin de vous se l'avez haïr, dit, ils doivent les travailleurs ne s'aider peuvent mutuellement. améliorer leur sort que par une association. Concitoyens, camarades, vous l'avez dit. La Sainte Alliance des peuples naîtra de la Sainte Alliance des travailleurs. Salut et fraternité. Depuis 1831, l'esprit de désordre ne cesse de se manifester. Chaque jour, c'est une révolution au petit pied. Hier, à Caluire, 300 personnes ont parlé à voix haute de République. Au clos Baudin, au clos Cassati, tous les jours, il faut des patrouilles de la ligne pour disperser les factieux. Et la semaine dernière, ils sont venus chez moi pour exiger, messieurs, une augmentation des salaires. On parle de m'interdire, on parle de ne plus travailler pour moi. Et le mois dernier, l'enterrement de l'un des leurs leur a donné l'occasion d'une revue de force. Ah! L'autorité, messieurs, en plaçant autour de Lyon une formidable ligne de défense, a pensé à l'ennemi intérieur autant qu'aux Sardes et aux Autrichiens. Les embrasures de ces fortifications sont tournées vers la ville aussi bien que vers la campagne. Sur la rive gauche du Rhône, le fort Lamotte, à la Guillotière, et le fort de la Mouche. Ici, à Montsuy, un autre fort domine à la fois le cours du Rhône, les Brotteaux, le quai Saint-Clair et la Croix-Rousse. Ici, une citadelle élevée sur la place des Bernardines assure de la possession militaire du plateau et des rues centrales de la Croix-Rousse. Un autre fort et une caserne défendent Saint-Irénée. Que craignez-vous donc? Si les factieux relèvent la tête, ils recevront d'ici et d'ici et d'ici une terrible et sanglante leçon. Vous allez marcher contre leurs canons, contre leurs baïonnettes. Avec quelles armes? Juste pour se faire tuer. L'armée est mécontente. Elle ne défendra pas le gouvernement. C'est vrai, ça. Au premier coup de feu, il y a des centaines de soldats qui passeront de notre côté. Ceux qui disent ça vous trompent. Je voudrais bien savoir qui les a payés pour parler. C'est à moi que tu parles? À toi ou à un autre. Si tu le prends pour toi, c'est que la question est bonne. Arrêtez! Arrêtez tous! Les marchands viennent de rabattre de 25 centimes l'aune sur la pluche. Ils sont tous entendus pour ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut l'interdit général des métiers. La damnation. La damnation! Faut cesser le travail en masse! Et ce coup-ci, faut pas céder. Demain, la société se réunira dans son ensemble. Il y aura vote. La commission exécutive fera son devoir. Tous à la réunion demain, 12 février 1834, à 8 heures. On s'arrête, c'est l'interdit, ça a été voté. L'interdit à voter. On couvre le métier. Tout le monde est d'accord. On a qu'on prévient. Et qui continue quand même. Qui ça?
Qu'est-ce qui se passe, monsieur le député? Quelles sont les nouvelles? Ça va mal? Pensez-vous? C'est la reprise, monsieur le président. C'est la reprise. Vous voyez, j'avais raison. Ce n'était pas la peine d'intervenir. Ils n'ont pas tenu. Pas plus de 8 jours. Ça nous a coûté assez cher comme ça. En tout cas, nous en avons 6 à vous dénoncer. 6 mutualistes contre lesquels il faut délivrer mandat. Tenez, voici leur nom. Merci. Pensez-vous que ce soit prudent? Prudent? Pensez-vous que ce soit le moment d'être prudent? En 1830, ils ont fait la révolution. Pour qui? Pour eux. Après, ils ont mené des enquêtes pour les beaux chevaux, les petits oiseaux, la vaine peinture et le reste. On pouvait croire qu'un gouvernement sorti des barricades ferait pour la classe ouvrière ce qu'elle a fait pour quelques oiseaux. Ils ont tout fait, sauf ce qu'ils avaient promis. Empêcher nos salaires de baisser. Et leur doctrine? Respect aux loups, caresse aux singes, mépris aux agneaux. Nous, on ne marche pas avec votre politique. Oh, c'est ce que vous voulez. Ça n'empêchera pas que c'est une même loi qui nous menace tous. Vous, les mutuelles d'ouvriers. Nous, les sociétés politiques. Celles des droits de l'homme comme les autres. Et si chacun croit qu'il a un intérêt différent de celui de son voisin, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'on étrangle un tel ou un tel, les autres s'en moquent pourvu qu'on ne les attaque pas eux-mêmes. Et si plus tard on vient contre eux, ils crient au secours, mais c'est en vain. Ne bougeons pas, disent leurs voisins. Ça ne nous regarde pas. Et c'est comme ça, mes amis, que la tyrannie triomphe. Tandis que si chaque homme soutient son voisin, la tyrannie n'est pas possible. Ils viennent d'arrêter 6 d'entre nous. Garin, Bertolon, Bertolier, Curia, Olognier, Gervasi. Et voilà ce que nous écrivons au procureur du roi. Faites circuler. Monsieur, vous avez fait citer à comparaître, etc. Nous sommes tous, aussi bien qu'eux, monsieur le procureur du roi, membres du conseil exécutif de cette association. Et nous venons à ce titre réclamer notre part de solidarité, afin que nous puissions nous trouver, samedi du 5 avril 34 courant, sur le banc des accusés avec nos frères. Nous vous requérons de vouloir bien nous comprendre dans les poursuites dirigées contre nos associés. Bon, qui veut signer? Moi, il je faut veux signer. 28. Arrêtez-en 4. Et lui, là? Mais on se connaît. C'est toujours les mêmes qui propagent l'anarchie. J'en ferai le rapport, messieurs les canuts. Des anarchistes, des rebelles. Mes amis, ils vous arrêtent. Ils me jettent en prison. Ils nous jettent en prison. Et la loi est déposée qui rendra toute liberté impossible. Il faut prendre les armes. Prendre les armes et mourir plutôt que de voir ces tyrans triompher son combat. Vive la République, citoyens! Vive la République! Vive la République! Ouvriers, concitoyens, camarades, je sais qu'au lieu de marquis insolents, vous avez eu des banquiers avides. Je sais que l'on outrage votre dignité et que l'on abuse de votre confiance. Je sais que c'est au nom de la liberté que l'on vous enchaîne. Mais ne croyez pas que la lutte soit plus facile par la voie des armes. Ce serait doubler la force de vos ennemis et donner à leurs intentions criminelles une apparence de justice. Où sont vos chefs? Où sont vos plans d'attaque? Où est cette organisation nécessaire à toute opération d'ensemble? Et que ferez-vous, vous, mes camarades, de ces publicistes, de ces narcisses invoquant tous les jours la République dans leurs estaminets ou leurs salles de bal, attaquant le gouvernement parce qu'ils n'ont pas reçu de lui décoration, emploi ou sinécure? Croyez-vous que cela soit prêt à se dévouer jusqu'au bout à votre cause? Non, mes camarades. Gardez-vous de donner une couleur politique à votre combat. Attendez que viennent de vos rangs des hommes pénétrés de vos souffrances. Des hommes qui n'auront d'autre ambition que d'y mettre un terme. Attendez que le peuple lui-même puisse secouer la tutelle des intrigants qui ont si souvent trompé ses espérances. Ne tombez pas dans les provocations que vos ennemis préparent depuis des mois pour se venger de leur peur de novembre, de leur peur des canuts. De leur peur des canuts. Malgré vos protestations, vous prenez de nouveau les armes. En avril 1834, les extrémistes peuvent se frotter les mains
6 journées d'une effroyable guerre civile, des centaines de tués, d'effroyables destructions, la ruine pour des milliers de Lyonnais, et pour la classe ouvrière, une effroyable et sanglante leçon. Faites venir le témoin. Reconnaissez-vous le prévenu? Oui, monsieur le juge. L'avez-vous vu, les armes à la main? Oui, monsieur le juge. Rue des Gloriettes, le 12 avril. J'ai vu des soldats jetés par les fenêtres des femmes et des enfants d'une maison d'où on avait tiré sur eux. Il disait, Philippe, roi des barricades, nous aurons ta tête. Le soleil était livide. C'étaient les maisons qui flambaient. J'ai vu nos concitoyens, des soldats français, traiter les habitants comme de la canaille qu'on chasse à la baïonnette. Il les excitait à se battre, même les enfants. Il disait que le temps était venu pour les ouvriers de jouir, de coucher dans des draps de soie, que c'était la guerre des riches contre les pauvres. À la fin, on ne se battait plus que pour l'honneur, avec désespoir, pour que nos enfants n'aient pas honte de nous, pour qu'ils puissent témoigner plus tard de notre courage. Après cela, ils déchaîneront contre vous leurs satellites. Ils feront bâtir des prisons sans nombre pour vous y enfermer. Ils vous poursuivront avec le fer et avec le feu. Ils vous tourmenteront et répandront votre sang comme l'eau des fontaines. Quel jour sommes-nous? Le 4 avril 1835. Allez, venez. Par arrêt de la Cour, ainsi que l'acte d'accusation dressé contre vous, vous êtes mis en accusation comme ayant fait partie d'une coalition d'ouvriers pour l'augmentation des salaires et comme vous étant rendu dans plusieurs ateliers pour faire cesser le travail. Vous êtes accusé également de vous être rendu complice d'un attentat dont le but était soit de détruire, soit de changer le gouvernement, soit d'exciter à la guerre civile en portant les citoyens à s'armer les uns contre les autres. Vous êtes accusé de plus de vous être rendu coupable du dit attentat en provoquant ses auteurs à le commettre par des écrits imprimés ou vendus ou distribués, laquelle provocation a été suivie des faits. La parole est à Monsieur Samar Girardin. Comme toutes les autres sociétés, notre société commerciale et industrielle a sa plaie. Cette plaie, ce sont ses ouvriers. Et elle serait dupe si elle donnait follement des armes et des droits à ses ennemis. Les barbares qui menacent la société ne sont pas au Caucase, ni dans les steppes de la Tartarie. Ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières. La parole est à Monsieur de Montalembert. Je dirais que qualifier les ouvriers d'ennemis ou de barbares est une infamie bien digne du gouvernement de Louis-Philippe. L'avenir, messieurs, vous condamnera. La parole est à Monsieur de Chateaubriand. On s'aperçoit aujourd'hui que la hiérarchie des rangs était la barrière qui défendait la hiérarchie des fortunes. Un temps viendra où l'on ne concevra plus qu'il fût un ordre social dans lequel un homme comptait 1 million de revenus, tandis qu'un autre homme n'avait pas de quoi payer son dîner. Un noble marquis et un gros propriétaire paraîtront des personnages fabuleux.
parole est à Michel Chevalier. L'événement grave dont Lyon vient d'être le théâtre n'est point de ces accidents sans valeur, isolés, sans lien, sans rapport avec le fait général de la production et de la répartition des produits du travail. Ce fait, au contraire, est un éclatant symbole de la situation industrielle de toute la France, bientôt du monde entier. Les délégués des ouvriers lyonnais défendaient la cause de tous les prolétaires qui fertilisent le sol et peuplent les ateliers. Dormez en paix, victimes de novembre. Que la terre vous soit légère. Votre sang a fécondé le sol où doit croître l'arbre de l'émancipation des prolétaires. Votre mémoire ne sera pas oubliée dans l'histoire du prolétariat. C'est le peuple grandi qui se lève de toutes parts. C'est le travail disputant au capital la part que le capital lui arrache. Ce sont les garanties qui feront de la liberté autre chose qu'un vain mot. Dormez en paix, victimes de novembre. Ô ma Lisette, ô toi que j'aime, quel sort hélas te poursuit. Tu crus au bonheur suprême, et là ce bonheur s'évanouit. Des grands la voix indiscrète a prédit un prix nouveau. Tisse toujours, bonne Lisette, c'est l'étoffe de mon drapeau. Tisse toujours, bonne Lisette, c'est l'étoffe de mon drapeau. Toi, ce bleu sans aucun nuage qui semble l'azur de tes yeux, ce rosé, la douce image de tes attraits si merveilleux, ce blanc qu'un noble regrette entre deux états assez beaux. Tisse toujours, bonne Lisette, c'est l'étoffe de mon drapeau. Tisse toujours, bonne Lisette, c'est l'étoffe de mon drapeau. Allons, chante ma douce amie, chante, chante un meilleur avenir. Ne crains point ce noir génie qui semble nous désunir. La liberté sur sa tête a secoué son flambeau. Tisse toujours, bonne Lisette, c'est l'étoffe de mon drapeau. Tisse toujours, bonne Lisette, c'est l'étoffe de mon drapeau.